Merci beaucoup. Vous m'entendez? Je crois que la première chose que je voudrais dire, et puis les gens qui m'ont précédé en ont fait la démonstration, c'est que moi j'ai le sentiment qu'on est, dans notre région, notre métropole, à un moment historique, analogue à celui qu'on a connu il y a 50 ans, du temps de l'ouvrier. On avait fait les RER en radial, on avait fait les villes nouvelles, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons un réseau de transport en commun qui va être réalisé par les équipes de Philippe Yvain, qui est une rocade, qui traverse cette fois-ci des tissus urbains déjà existants qu'il va contribuer effectivement à transformer totalement, et non des terres agricoles. On est dans un contexte institutionnel où ce n'est plus l'État tout-puissant, mais un ensemble de collectivités qui sont en train de se réorganiser avec la métropole, les intercommunalités, donc des compétences qui sont partagées. Donc on est quand même à un moment où il en arrive 2 par siècle, tous les 50 ans, et même si les choses ne sont pas faites, tout ce qui va déterminer le visage de l'agglomération à horizon 2030 est posé. C'est écrit, c'est posé. Ce n'est pas encore fait et ça va être fait. Donc il faut clairement se mettre en marche tous ensemble pour accompagner tout ça. Et donc il n'y a plus de l'ouvrier qui fait tout, il y a un de l'ouvrier polycéphale qui est l'ensemble des acteurs. On a tous une petite partie de l'ouvrier, donc évidemment les élus, les institutions, les professionnels, mais aussi effectivement désormais les citoyens, puisqu'on a changé, et puis les forces de l'innovation, puisqu'il va falloir absorber dans tout ça aussi les innovations issues de la révolution qui est en marche, la révolution numérique. La Smart City, pour moi, c'est ça, c'est cette intelligence partagée, d'abord. Alors, un exemple très clair, c'est le concours des hubs et de réinventer la métropole qui est en cours. Il vise très clairement à articuler les puissances financières et opérationnelles fortes, qui sont quand même les opérateurs, et toutes les forces de l'innovation. Alors, face à ça, qu'est-ce que c'est que la stratégie foncière ou la politique foncière? Ça vise d'abord, je crois, fondamentalement, à articuler le temps long, qui est celui de la fabrication, de la vision de la ville, le temps court, qui est celui des opérationnels, et le temps très court, qui est celui de l'innovation, tout en assurant, effectivement, les besoins de régulation qui permettent de conserver une ville mixte, durable, avec des usages. Alors un exemple très clair, hein, l'EPF Île-de-France que je dirige, il est porteur de 15 des sites qui ont été mis à la consultation en début de semaine. Et effectivement, c'est parce qu'il y avait une maîtrise publique d'un certain nombre de sites qu'on va pouvoir très rapidement développer des projets qui incarneront, qui donneront une image de la métropole et de la région de demain. Pour ce qui est de la question du logement, puisque c'est quand même le sujet principal, alors je ne sais pas si le préfet de région est intervenu ce matin, mais enfin, les 70 000 logements qui étaient l'objectif, qui étaient considérés comme mythiques à une époque, qui sont atteints aujourd'hui en logement commencé et dépassés en logement autorisé. Pour l'EPF, le logement, c'est notre priorité, puisque notre stratégie à 5 ans, que la présidente du conseil d'administration, Valérie Pécresse, a fait valider il y a un mois, elle met évidemment le logement comme priorité numéro 1, avec une croissance de l'activité qui nous mènera de 50% pour ce qui est des cessions sur 5 ans, qui nous mènera à contribuer à la réalisation de 12 000 logements par an à la fin de à horizon 2020. 12 000, donc c'est significatif par rapport aux 70 000. Donc on pourrait se dire par rapport à ça que tout va bien, que certes, on travaille maintenant sur du foncier, qui est du foncier d'occasion. Hein. Le terrain à bâtir, c'est un terrain déjà bâti aujourd'hui. On n'est plus dans les villes nouvelles et les terres agricoles. Le foncier d'occasion, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, et même si c'est du recyclage, il faut quand même être vigilant sur les grands équilibres, notamment l'équilibre entre habitat et activité. Un chiffre, ce que porte l'EPF, ce qu'achète l'EPF, c'est 2 tiers de terrain où il y a des activités, 1 tiers de terrain où il y a autre chose. Ce que revend l'EPF, c'est les mêmes terrains, mais 2 tiers d'habitat et 1 tiers d'autre chose. Donc il faut clairement réfléchir en termes de métabolisme de l'agglomération et de la métropole à conserver une mixité des fonctions, en plus de la mixité du logement, parce que sinon on aura effectivement des problèmes de développement durable. Et donc un dernier point, puisque la question qui m'a été posée par Jacques au début, c'était qu'est-ce que c'est que le smart foncier? J'ai posé la question à mes équipes, parce qu'effectivement... Alors ils m'ont dit des choses fort intéressantes, mais enfin,
Ça renvoie quand même à la notion de foncier éphémère et d'usage du foncier éphémère ou d'usage éphémère du foncier. Autrefois, on utilisait le terme gestion intercalaire, qui était assez techno à l'EPF, donc on le louait à des entreprises. L'usage éphémère, c'est quelque chose d'assez important, effectivement, pendant le portage du terrain, qui peut durer quand même quelques années. Je vous donne un exemple qui est d'ailleurs assez médiatisé, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est propriété de l'EPF actuellement, qui n'est plus un hôpital, qui n'est pas encore un écoquartier, mais je pense que vous avez visité, ou si vous allez, vous verrez tout ce qu'on peut y faire, qui est utile, qui est intéressant et qui commence à créer le futur lieu. Donc entre l'accueil de start-up, l'animation culturelle, la création, les lieux d'échange, dont Philippe parlait tout à l'heure. Donc je pense que sur ce foncier éphémère, il est important, parce que plus on recycle, plus on a du foncier éphémère. On a des choses qui sont un petit peu à l'avant-garde ou à la préfiguration, ou à l'expérimentation des évolutions de la société urbaine qui nous mènera vers 2030, dont d'ailleurs les intervenants précédents ont parlé. Voilà, c'est pas simplement sympathique et utile, je crois que c'est important, c'est quelque chose qu'il faut observer. Il y aura des échecs, il y aura des réussites, il y aura des choses qui se pérenniseront, mais c'est un véritable laboratoire, et donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à nous proposer des idées pour ce laboratoire, pour lequel effectivement on a des terrains, c'est pas toujours les mêmes, ça change, mais on est tout à fait preneur. Merci de votre attention.